Alors, donc je reprends ce que j'ai expliqué ce matin en classe virtuelle, mais qui n'a pas été avec la classe virtuelle qui fonctionnait pas. Donc, thème 3, nouveau thème, la Troisième République. Avant 1914, puisque la République, je vous l'ai noté ici, la Troisième République, en fait, elle prend fin en 1940 avec les pleins pouvoirs qui sont votés à Pétain au moment de la défaite face à l'Allemagne nazie. Donc, on est en 1870. Napoléon III perd la guerre, enfin est capturé par les Prussiens à Sedan. Je rappelle, la Prusse attaque la France, les Prussiens écrasent l'armée française et Napoléon III, qui est à la tête de cette armée, est capturé. Et donc il capitule, il abdique en faveur de son héritier, mais lorsque la nouvelle est connue à Paris, dans la nuit du 3 au 4 septembre, eh bien, la République est proclamée pour la troisième fois en France. La première fois, c'était en 1792, la deuxième en 1848 et la troisième fois donc en 1870. Mais elle est aussitôt contestée. C'est-à-dire qu'à droite, les monarchistes contestent la République, ils veulent le retour du roi. Et à gauche, les communards de la Commune de Paris qui refusent la défaite face aux Prussiens font une révolution et tentent d'établir une république sociale. Pourtant, cette république menacée et considérée par tiers comme le régime qui nous divise le moins, va progressivement s'imposer, difficilement, progressivement. Le régime s'enracine et parvient à susciter l'adhésion de la plupart des Français et à créer une culture républicaine. Double problématique, comme j'ai l'habitude de vous en proposer, deux, donc une qui est plutôt centrée vraiment très sur histoire politique, la question du régime, et l'autre plutôt sur comment les Français adhèrent, adoptent progressivement à la République et vont y adhérer et devenir en fait très majoritairement républicains. Alors, Grand 1, la conquête de la République par les républicains, et Grand 1, un régime né de la défaite et dans la guerre civile. Donc, la naissance de la Troisième République se fait dans un contexte extrêmement difficile pour la France, à la fois une défaite à l'étranger, mais aussi l'insurrection des communards et donc une véritable guerre civile. Première chose, donc un régime qui est né de la défaite militaire. Donc rapidement quand même pour se rendre compte de la gravité de la guerre de 1870 pour les Français. C'est la carte page 124. Donc les Prussiens attaquent, ils envahissent la France. À partir d'août 70. Et donc en septembre, donc en quelques semaines, c'est la défaite de Sedan au 1er septembre 1870 avec la capture de Napoléon III. Mais les Prussiens ne s'arrêtent pas là en fait. Ils continuent leur progression et ils vont aller jusqu'à la ligne en pointillé noir. Donc ça c'est la limite maximale de l'avancée des Prussiens. Donc on voit qu'en fait une grande partie de la moitié nord de la France est envahie. Et, mais Paris ne tombe pas, Paris est encerclé, Paris est assiégé par les Prussiens, mais elle ne tombera pas. Et donc, suite à la défaite à Sedan, la République est proclamée à Paris, mais Paris est encerclé. Donc, le gouvernement qui est formé à ce moment-là va fuir à Tours pour continuer la guerre, ce qu'il ne va pas réussir à faire. Ensuite, le gouvernement va aller jusqu'à Bordeaux, et une fois que la paix sera signée, il va pouvoir réintégrer Versailles. On y reviendra en mars 71. Donc le 209, le 2 septembre, Napoléon III est prisonnier, il capitule. Le 4, la République est proclamée. Est mis en place à ce moment-là le nouveau gouvernement qui est un gouvernement de défense nationale, on est en situation de guerre, dans lesquels on va retrouver des républicains convaincus, qui sont des vrais républicains, Gambetta, Jules Ferry, le général Trochu, qui veulent poursuivre la lutte depuis Tours. Mais ce gouvernement doit y renoncer car les Prussiens ont envahi une large partie nord de la France, ils encerclent Paris, donc c'est plus possible en fait de résister. Image célèbre de Gambetta, Léon Gambetta, qui quitte comme ça Paris avec un ballon, parce que Paris est assiégé, d'accord, pour rejoindre Tours, donc avec toute une côté rocambolesque dans cette aventure. Alors, la biographie de Gambetta, vous la lirez page 126.
Et donc la débâcle militaire oblige le gouvernement à signer l'armistice le 28 janvier 1871, au prix de conditions très dures qui seront entérinées lors du traité de Francfort en mai. D'accord? Donc la paix est d'abord l'armistice est signé, ensuite la paix est négociée. Et ce traité de Francfort, il impose des conditions extrêmement difficiles à la France, avec donc l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine, la Moselle principalement, et une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Donc la guerre de 70, elle est occultée, hein, on la connaît mal habituellement en France parce que, évidemment, la guerre de 14, Première Guerre mondiale puis la Seconde Guerre mondiale ont effacé le souvenir de la guerre de 70. Sauf que la guerre de 70 est un événement profondément traumatique pour les Français. Leur territoire est envahi. Et surtout, la défaite est cinglante. Napoléon III, il doit capituler. Le gouvernement républicain, le gouvernement de défense nationale réussit à signer un armistice, mais en fait, Napoléon capitule. Et donc, les conditions qui vont être imposées à la France sont des conditions extrêmement difficiles. D'abord, l'annexion du territoire. Quand même, la France, elle perd 5% de sa population. Et les régions qu'elle perd sont des régions hyper importantes parce que ce sont des régions minières et industrielles. Donc, elle perd notamment 20% des gisements miniers de houille, de fer, de potasse qui vont passer sous le contrôle de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est proclamée, je vous rappelle, l'Empire allemand est proclamé à ce moment-là. Et puis la dette, hein, avec cette somme qui est absolument extrêmement lourde, de 5 milliards de francs or, avec les frais d'occupation également. Et puis, cette guerre, elle a duré que quelques semaines, mais en réalité, c'est une guerre meurtrière, vraiment meurtrière, avec déjà 138 000 morts lors des combats et 400 000 prisonniers. Pour la France, c'est un traumatisme. Et j'insiste parce que c'est ce qui va expliquer l'état d'esprit des Français en 1914. En 1914, les Français, ils partent vraiment revanchards. Ils vont être élevés, ces Français qui vont aller combattre, ces jeunes Français qui vont aller combattre en 14, ils ont été élevés à l'école notamment, mais aussi dans les familles, avec l'idée qu'il faut prendre sa revanche sur l'Allemagne et qu'il faut récupérer ces territoires qui ont été volés. Donc, ils partent convaincus en fait du bien fondé de la guerre. En 14, finalement, ces Français, ils y vont pas, on y reviendra, ils y vont pas de gaieté de cœur, hein, faire la guerre. L'image d'Épinal de la fleur au fusil, elle est fausse. Ils y vont pas de gaieté de cœur, mais ils y vont convaincus de la bonne foi, hein, convaincus de la justesse de cette guerre. Et qu'il faut défendre son territoire et qu'en plus, il faut récupérer ce que les Allemands ont obtenu par la guerre en 70. Alors, petit 2, le retour de la droite royaliste. Comme d'habitude, pour qu'une paix soit conclue régulièrement, il faut des élections législatives. Parce que sinon, l'État n'est pas légitime à signer. Donc il faut, dès février 71, on organise des élections législatives. Et alors, donc qu'est-ce qu'on constate à ces élections législatives? Eh bien que c'est une république dans laquelle ce ne sont pas les républicains qui l'emportent. Ce ne sont pas les républicains qui l'emportent, et loin de là. Loin de là, puisqu'on voit qu'en fait, ce sont les monarchistes, ce sont les royalistes qui sont très largement majoritaires. D'abord les légitimistes, ensuite les orléanistes. Donc je rappelle, les légitimistes, c'est ceux qui veulent que remontent sur le trône de France les descendants de la branche aînée des Bourbons, c'est-à-dire de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Et les orléanistes, c'est ceux qui veulent que le souverain soit issu de la famille, de la branche des Orléans, c'est-à-dire de la famille de Louis-Philippe. Rappelez-vous, le roi de la monarchie de Juillet. Et alors, on est face à une situation très paradoxale, puisqu'on a une république qui va être dirigée par des gens qui sont anti-républicains, puisque les royalistes, ils ne sont pas du tout républicains, hein, ils veulent le retour de la monarchie. Et pour un certain nombre d'entre eux, notamment les légitimistes, ils sont contre-révolutionnaires, profondément. Les orléanistes, eux, reconnaissent les acquis de la Révolution française et les libertés fondamentales, mais les légitimistes, ils veulent le retour à la monarchie absolue. Donc, on a le paradoxe d'un régime républicain qui est aux mains d'anti-républicains, pour certains qui sont contre-révolutionnaires.
L'Assemblée nationale, qui est installée à Bordeaux, puis à Versailles, nomme Adolphe Thiers, dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises, chef de l'exécutif, alors que le régime n'a pas encore d'institution. Donc on est vraiment dans une période extrêmement floue, extrêmement trouble, où les choses se mettent en place dans un contexte de grand danger extérieur et, on va y arriver, intérieur, avec la Commune de Paris, petit 3. Donc, dans cette capitale parisienne, la capitale de la France, la population est soumise à rude épreuve. La France est assiégée, elle est affamée, et après un hiver très difficile, la capitale, qui est encerclée et bombardée par les Prussiens, a tenu bon. Elle a tenu bon malgré les privations, malgré les combats. Donc lorsque le gouvernement signe l'armistice en janvier, ils se sont trahis une première fois. Et puis ensuite, ils se sont trahis une seconde fois lorsque ce sont les royalistes qui emportent les élections législatives. Évidemment, à Paris, on n'est pas royaliste, on est républicain. On est dans l'héritage, hein. C'est ces Parisiens qui sont dans l'héritage de la Révolution française, qui sont dans l'héritage des différentes révolutions du 19e siècle. Rappelez-vous, quand on a parlé des élections de 48, enfin de la Seconde République, on a bien dit que les grandes villes, Paris, Marseille, Lyon, sont des villes qui sont restées aux mains des républicains. Hein, ce sont des bastions républicains. Donc, cette population fortement républicaine et patriote, elle veut absolument pas l'armistice. Donc, elle veut continuer le combat. Et alors, lorsque le gouvernement d'Adolphe Thiers et l'Assemblée nationale déménagent en mars 71 à Versailles, et donc pas à Paris, qui est la capitale de la France, c'est une provocation supplémentaire pour ces Parisiens, parce que quand même Versailles, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est le symbole de l'absolutisme de Louis XIV quand même, hein, c'est pas simplement la royauté, c'est l'absolutisme. Et donc, pour mettre au pas les Parisiens, Adolphe Thiers envoie à Paris, le 18 mars, l'armée chercher les canons. Chercher les canons qui sont les canons de la Garde nationale. Donc, je vous rappelle que la Garde nationale a été créée lors de la Révolution française. C'est une milice de citoyens qui est destinée à défendre notamment Paris. Rappelez-vous, c'est la Garde nationale qui est dirigée par Lafayette en 89. Donc, c'est vraiment une force patriote, républicaine, très importante. Et donc cette garde nationale a des canons qui sont installés sur la butte Montmartre pour défendre Paris. Donc Montmartre est un quartier populaire, très populaire, et c'est un site de défense, puisque c'est une zone élevée en fait, pour défendre. Donc il y a des canons qui servent à défendre Paris. Et donc Thiers envoie l'armée chercher ces canons. Alors à ce moment-là, les Parisiens entrent en révolution, ils se soulèvent, et ils élisent un conseil municipal qui va proclamer la République, la Commune de Paris, le 28 mars. Donc, rappelez-vous, 18 mars, 28 mars, 10 jours plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que la Commune? Parce que c'est toujours assez compliqué de comprendre. La Commune, c'est un gouvernement autonome, populaire. C'est-à-dire, c'est de la démocratie directe, totalement. Et aux mains des gens qui, à l'époque, incarnent l'extrême gauche, c'est-à-dire des républicains et des socialistes. Donc, voilà, j'ai terminé. On continue demain à cet endroit-là.